Bonjour, bienvenue à cette nouvelle séance du cycle Agir en temps de crise, cycle conçu en partenariat entre l'Institut d'études avancées de Paris et l'École pratique des hautes études PSL. Ce cycle Agir en temps de crise entame sa 4e année sur un thème malheureusement toujours autant d'actualité. Et cette année, nous nous proposons d'examiner des actions concrètes afin de cerner quelles peuvent être les solutions pratiques de sortie de crise, qu'il s'agisse de vulgarisation, de low-tech, de systèmes urbains, de l'alimentation, en mettant en regard de ces expériences une intervention plus académique pour réfléchir ensemble aux enjeux posés par les crises contemporaines et agir pour des systèmes durables. Aujourd'hui, le thème de cette première rencontre est l'usage des nouveaux médias pour diffuser les savoirs et les savoir-faire qui permettront d'agir pour faire face aux crises, aux transitions. Ma collègue, la professeure Séverine Mathieu, sociologue, directrice d'études à l'EPHE-PSL, qui coordonne ce cycle avec nous, va maintenant nous présenter les intervenants de cette séance. Merci Saadi. Donc, je commence par présenter Dominique Pasquier. Dominique, vous êtes sociologue, directrice de recherche émérite au CNRS et depuis une quinzaine d'années maintenant, vous intéressez à tout ce qui touche aux cultures numériques. Et vous avez notamment fait une enquête, qui est la dernière en date que vous ayez faite, qui porte sur l'appropriation d'Internet dans des milieux populaires de la France rurale. Et lors de cette enquête, vous avez constaté que beaucoup de vos interviewés, en fait, se servaient d'Internet pour apprendre des nouvelles choses, un petit peu comme une espèce de seconde école pour rattraper celles qu'ils n'avaient pas suivies forcément longtemps. Et donc ces apprentissages, ils passent la plupart du temps par des vidéos et essentiellement sur YouTube à l'époque. Et donc vous avez envie d'en savoir plus. Alors pour échanger avec vous aujourd'hui, nous avons sollicité Anatole Chouard. Anatole, vous êtes vulgarisateur scientifique sur en fait tout ce qui touche à l'environnement et votre but est finalement d'expliquer de façon simple mais tout à fait rigoureuse des sujets complexes, par exemple les rapports du GIEC, la crise de la biodiversité. Vous avez d'abord fait des études en classe préparatoire PC, physique-chimie, vous avez ensuite étudié les mathématiques appliquées à l'école polytechnique et enfin la modélisation mathématique à la University College de Londres. Et donc maintenant, vous appliquez tous les enseignements scientifiques, enfin la plupart de vos enseignements scientifiques que vous avez reçus dans une vulgarisation sur le climat. Donc merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et de discuter avec nous et entre vous ce soir. Donc avant de vous laisser la parole, je vais la céder à Jean-Michel Verdier, donc le président de l'EPHE-PSL. Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. D'abord, un grand merci aux organisateurs qui, vaille que vaille et malgré les difficultés, perpétuent le cycle Agir en temps de crise que nous avons lancé maintenant il y a quelques années avec l'Institut d'études avancées dont je salue l'équipe et son directeur. Alors aujourd'hui, le défi des scientifiques est de se faire entendre et comprendre aussi comment la vulgarisation scientifique permet de mieux comprendre les enjeux autour d'une problématique donnée, comment faire passer le discours des experts au grand public sans altérer le message. Alors pour avoir fait de nombreuses conférences de vulgarisation, je sais que ce n'est pas facile et qu'il faut construire un discours capable d'être compris sans pour autant trop simplifier, ce qui équivaut parfois en tout cas à dire des choses fausses. Alors, mais aujourd'hui, si Internet est un vecteur fantastique quand il est bien utilisé, par exemple, je pense que Dominique Pasquier ne me contredira pas en disant que c'est un vecteur qui touche aussi, je crois que Séverine l'a rappelé, aussi les classes sociales défavorisées. Il peut être catastrophique dans le cas contraire, avec la dissémination de fausses nouvelles, des théories de complot, voilà, et de manière plus générale, les personnes qui remettent systématiquement en cause les résultats de la science. Donc les youtubeurs comme Anatole ont une tâche capitale aujourd'hui et aussi une grande responsabilité pour faire passer le message des scientifiques au plus grand nombre. Merci beaucoup Jean-Michel. Et maintenant, nous allons passer la parole à nos invités et avec une première question à Dominique. Et donc Dominique, la consommation de vidéos en ligne a explosé ces 15 dernières années, notamment ces vidéos qui vulgarisent des savoirs ou des savoir-faire. Qu'en est-il ?
Alors en fait, c'est assez normal. Le phénomène a d'abord été repéré aux États-Unis. Donc il y a eu une enquête assez célèbre de l'Institut Pew en 2013 qui montrait cette espèce de phénomène grandissant, à savoir que 56% des internautes de plus de 18 ans regardaient des tutos en ligne, que la moitié des internautes de plus de 18 ans regardaient des chaînes de vulgarisation scientifique. Alors les Américains ont d'autres termes que les nôtres. Pour les tutoriels, ils parlent de how to, et puis pour les vidéos de vulgarisation, ils parlent de vidéos educational ou institutional. Mais disons qu'il y a un phénomène qui a été repéré, et ce qui était très intéressant dans cette enquête du Pew Institute en 2013, c'est qu'on voyait que ça ne touchait pas que les jeunes. A priori, on pouvait se dire, évidemment, c'est une génération qui est née avec Internet, etc. Et là, on s'aperçoit que, en fait, ça touchait aussi, cet apprentissage par la vidéo amateur touchait aussi des populations beaucoup plus âgées, des plus de 65 ans, par exemple, qui étaient 43% à se dire passionnés par ce qu'ils découvraient sur Internet, grâce à ces vidéos. Alors en France, on n'a pas eu beaucoup d'enquêtes. Le phénomène était visible. On le voit dans Pratique culturelle des Français, la dernière livraison de 2018. On voit qu'il y a un énorme boom de la consommation de vidéos amateurs par les jeunes générations, mais il n'y a pas grand-chose de précis, sauf une enquête que j'ai trouvée très intéressante personnellement, qui a été faite par l'INJEP et par le magazine Lecture Jeunesse, et qui portait sur la réception des vidéos, la relation des 15-25 ans aux youtubeurs scientifiques. Et là, on voit un phénomène absolument massif. Ils sont 9 sur 10 à regarder une vidéo au moins une fois par semaine. Les 3/4 en regarder tous les jours. Et puis, surtout, ils disent apprendre plein de choses. Et ils déclarent que ça permet de rendre l'information plus facile à comprendre. Ils déclarent que ça leur fait évoluer, que ça les fait évoluer sur certains sujets. Et puis, ils déclarent aussi que finalement, ça leur apporte des informations tout à fait inédites. Donc, cette enquête donnait envie de continuer la recherche, en fait, sur une population générale, c'est-à-dire pas simplement les jeunes. Merci. Maintenant, je voudrais poser une question à Anatole. Anatole, d'abord, comment et pourquoi êtes-vous devenu youtubeur ? Alors, ouais, je pense qu'il y avait 2 questions en fait. C'était déjà pourquoi l'environnement et trouver un petit peu ma voie. Et il y avait ensuite, une fois que j'ai trouvé que c'était en environnement, pourquoi sur YouTube. Alors déjà, je vais commencer par pourquoi l'environnement. C'était pas évident pour moi parce que j'étais en mathématiques appliquées. Et ensuite, il fallait se dire, ok, mathématiques appliquées c'est bien, mais il faut bien l'appliquer à quelque chose. Et donc j'avais 2 passions qui étaient l'astrophysique et l'environnement, qui n'avaient absolument rien à voir. Et j'ai commencé par une thèse de master en astrophysique, sur les exoplanètes, donc les planètes qui sont en dehors de notre système solaire. Je me suis dit, ça n'a vraiment rien à voir. Et puis finalement, donc le but c'était de trouver de la vie ailleurs. Bon, je n'ai pas trouvé, mais vous voyez que c'était des sujets qui n'avaient rien à voir. Puis je me disais, moi ça me passionne, mais c'est trop loin, pas vraiment assez utile, là, à court terme, moyen terme, on va dire. Et donc j'ai rebifurqué vers mon autre passion, qui est l'environnement. Et une fois que ça s'était trouvé, je me suis dit, maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce sujet-là? Et je trouvais, on entend beaucoup, de plus en plus parler d'environnement, de climat, etc. Mais c'est souvent des débats qui sont assez politiques, pas du tout, on ne parle pas vraiment de la science, et c'est très zoomé. On l'a vu sur le dernier débat au second tour de présidentiel, c'est vraiment très zoomé sur certains enjeux, par exemple l'énergie, et vraiment court terme. On ne dézoome pas et on présente très peu la base scientifique. Alors qu'il y a des super rapports, comme les rapports du GIEC, les rapports de l'IPBES sur la biodiversité, les limites planétaires, etc. Et donc je me suis dit, ok, on va essayer de faire un petit dézoom, mais voilà, en 10-15 minutes, présenter un rapport du GIEC, les limites planétaires, mais vraiment de façon plus simplifiée, mais comme vous le disiez, sans vraiment détourner le message principal. Donc je prends vraiment les graphiques originaux du GIEC. Donc voilà pour l'environnement. Et YouTube aussi, pourquoi? Parce que, en fait, j'ai été, on va dire, biberonné à YouTube, plutôt à partir des années, ça a commencé en 2004, mais donc moi, c'était plutôt mes années lycée, donc 2010-2011 par là. Et en fait, au début, c'était de la vulgarisation, c'était les anglo-saxons qui ont commencé.
Moi, ça a commencé avec Veritasium, qui a commencé en 2010, je crois, ouais. Et ensuite, il y avait Minute Physics. Donc lui, c'était vraiment, il vulgarisait des gros concepts, la relativité, la gravité, des choses comme ça. Il essayait en 1 minute. Bon, parfois, il n'y arrivait pas 3-4 minutes, mais voilà, c'était très court. C'était de la vulgarisation. Et ensuite, moi, donc c'était pas vraiment un cours, parce qu'en 4 minutes, on ne peut pas tout apprendre. Mais voilà, il y avait l'étincelle, il y avait des idées clés, il y avait des histoires, du storytelling, comme ils disent. Et donc, voilà, j'étais passionné par ça. Et ensuite, quand j'allais en cours de physique, de chimie, etc., bah, j'avais déjà cette passion et ça me poussait à apprendre plus. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, OK, j'ai envie d'être utile. YouTube, j'adore ça, je consomme beaucoup de ça. Bon, pas que de la vulgarisation, je consomme aussi des vidéos de foot, etc. Mais beaucoup de vulgarisation. Et donc, je me suis dit, bon, bah, c'est parti. Utilité et un petit peu ma zone de confort, parce que je connais. Donc, c'est parti pour YouTube. Et ça, je pense que c'est un petit peu aussi une histoire que je me raconte. Voilà, c'est moi qui ai décidé de faire ça. Mais ensuite, on voit des études sur qui sont les gens sur YouTube. Et je vois que je suis complètement dedans. En fait, c'est des gens entre 25 et 35 ans. Bon, bah, j'ai 26 ans, c'est majoritairement des hommes. Bon, bah voilà. Et ils ont niveau master, parfois thèse. Bon, bah, voilà. Donc, je suis complètement là-dedans. Donc, j'ai l'impression que c'est mon libre arbitre, mais peut-être que si, que je suis des lignes que je ne connais pas. Et est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur, plus largement, qui sont ces youtubeurs et comment se construit finalement l'offre sur... Alors, peut-être que Dominique saura mieux répondre que moi, mais de ce qu'on voit, voilà, je crois que c'est 85% d'hommes. Donc ça, c'est vraiment malheureux. Et aussi, parmi ceux qui consomment les vidéos de vulgarisation, c'est majoritairement des hommes. Et donc, c'est super dur d'avoir 50-50. Moi, j'ai un ami qui fait de la vulgarisation en cybersécurité. Et dans ces statistiques, on peut voir les statistiques sur YouTube, il y a 95-99% d'hommes qui regardent ces vidéos. Donc c'est super dur, parce que voilà, on essaye de vulgariser pour tout le monde, comme vous le disiez, quel que soit le sexe, quel que soit le niveau social, enfin, vraiment pour tout le monde. Et en fait, on voit dans les statistiques que ce n'est pas le cas. Et voilà. Et sinon, sur le reste de l'étude, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler, mais voilà, c'était à peu près les 3 résultats majeurs de l'étude, que c'était majoritairement des hommes, jeunes, mais bon, il y a de plus en plus voilà, de tous les âges, et aussi avec un niveau d'éducation, un master, je crois que c'était 75% minimum master, oui, 75%. Si je me souviens à peu près. Donc voilà. Merci. Donc on voit que c'est des passionnés qui parlent aux passionnés. Est-ce que c'est seulement à des passionnés? Tu es en train de faire une grande enquête sur les usages et les pratiques dont on a parlé tout à l'heure. Alors pourquoi? Comment est-ce que tu l'as élaboré? Est-ce que tu peux nous donner quelques résultats? Que regardent les gens et puis comment? Oui, en fait, c'est une enquête qui s'appelle Apprendre par la bande. Alors, la bande, c'est à la fois apprendre en dehors de l'école et apprendre sur Internet. Hein, c'est le double sens du mot, du terme. Et puis, on est 16 chercheurs. On adore cette enquête parce qu'elle est vraiment super intéressante. Alors, on est parti de l'idée qu'il se passait quelque chose dans le rapport au savoir qui était vraiment en train de bouger grâce à Internet aujourd'hui et grâce à ces vidéos. J'insiste sur les vidéos parce qu'on peut trouver plein de ressources écrites sur Internet. Mais là, on est parti de l'idée qu'il y avait une rupture qui s'était opérée par rapport à ce qu'on pourrait appeler la forme scolaire. C'est le sens que donne Guy Vincent à ce terme, à savoir quelque chose qui repose sur l'écrit, quelque chose qui repose sur une frontière très étanche entre le savoir et le savoir-faire, et puis quelque chose qui repose sur un monde de l'école qui est fermé, qui n'est pas dans la vie de tous les jours, qui est un endroit clos. Alors là, on s'aperçoit que, en partant de ça, ces vidéos sont en complète rupture avec beaucoup de choses qui concernent l'école, le système scolaire aujourd'hui. C'est en rupture avec les temporalités parce qu'on saute l'heure de cours et on passe à des vidéos qui font quelquefois juste 2-3 minutes, mais souvent quelques minutes. On saute beaucoup de contraintes pédagogiques. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de curriculum. Donc, en fait, chacun devient acteur de ses propres parcours de recherche par rapport au savoir, ce qui est quand même totalement en rupture. Et puis, c'est une rupture aussi par rapport aux contraintes physiques, puisqu'on s'aperçoit que, au lieu d'être enfermé dans un lieu où c'est le lieu pour
pour apprendre et dont on sort en sachant. Là, on apprend chez soi, tout seul. Donc c'est beaucoup de rupture avec cette forme scolaire. Alors on est parti de ça. On a un programme qui est ridiculement ambitieux, je dois le reconnaître, mais enfin bon, on essaye, c'est bien. Vaut mieux être ambitieux que pas l'être assez. Et donc, on fait des entretiens, enfin, on a une campagne où on travaille sur la production, donc sur les vidéastes, avec des entretiens de vidéastes. On travaille sur les usages des vidéos, avec un gros questionnaire dont je vais pouvoir donner quelques résultats, parce qu'on vient de recevoir les données. Donc, un questionnaire qui a été passé sur 5000 Français de plus de 15 ans, qui montre l'énormité du phénomène, puisque 80% des 5000 enquêtés regardent des vidéos spécifiquement liées au savoir ou au savoir-faire. Alors, les tutos viennent en tête. C'est pas très surprenant parce que c'est l'usage le plus fréquent, c'est le tuto pour une recette de cuisine, le tuto quand sa machine à laver casse et qu'on cherche à la réparer tout seul. Donc on voit que la cuisine, le bricolage et les activités, enfin les tutoriels d'activités physiques et sportives sont le gros trio de tête. Mais à ma grande surprise, la culture vient en 4e position, c'est-à-dire les vidéos de vulgarisation culturelle viennent en 4e position et les sciences viennent en 6e position. Donc sur une population générale et pas sur une population de jeunes. Donc on voit très bien que là, il est en train de se passer quelque chose de vraiment intéressant qui fait que sur les sciences, par exemple, les individus disent « regardez ces vidéos par plaisir ». Et pas par utilité. Donc ils ne cherchent pas à compléter une formation ou à connaître des choses qui pourront... c'est du plaisir. Donc ils investissent avec plaisir ce domaine qui est quand même plutôt compliqué, qui est la vulgarisation scientifique, et y compris dans les milieux populaires et à tous les âges de la vie. Donc on voit qu'il y a cette démocratisation finalement, cette seconde école, elle s'est étendue à toute la population, et c'est formidable je trouve. Et ensuite, c'est vrai que ce que montre l'enquête, c'est que les vidéos elles-mêmes, et ça c'est une partie difficile de l'enquête, on cherche à comprendre quels sont les gestes qui permettent de montrer et quelles sont les manières de raconter qui permettent de démontrer. Et ça, c'est la partie cartographie du paysage des vidéos qui est super intéressante en termes de recherche, mais qui est très compliquée. Donc on en est là, avec des résultats qui justifient vraiment l'investissement qu'on a mis, puisqu'on est 15 chercheurs, il y a plein de laboratoires différents impliqués, ce sont des sociologues, mais aussi des chercheurs en sciences de l'éducation ou en sciences de l'information et de la communication. Donc on est très investis dans ce travail et il y aura pas mal de publications sur un phénomène qui, à mon sens, mérite vraiment, vraiment d'être approfondi, étudié et compris. Merci. Merci Dominique. Alors, donc on va peut-être rentrer un peu plutôt sur l'aspect technique en fait. Et quelles sont précisément vos techniques pour vulgariser en format vidéo et également en format conférence, Anatole? Alors ouais, parce qu'en fait j'ai les deux facettes, les deux casquettes on va dire. Donc je fais des vidéos sur YouTube et je fais aussi des conférences de vulgarisation aussi. Et je vous ai préparé des petites slides parce que j'avais été invité à Centrale Supélec justement. Ils avaient une semaine pour faire en fait un cours de comment vulgariser. Et donc ils m'avaient invité. Et donc je vous ai donné, là je fais un petit résumé parce que c'était un peu plus long. Là je vais faire un résumé court. Je leur avais donné 4 conseils, donc comment vulgariser, des petits conseils, c'est mes conseils, c'est pas de la vérité comment vulgariser, mais voilà, c'est mes conseils. Donc conseil 1, avant de savoir comment vulgariser, mais pourquoi vulgariser, quel est le but? Bon, première idée qu'on peut avoir, c'est on veut maximiser, donc on veut maximiser le nombre de vues, le nombre d'abonnés, etc., l'influence qu'on peut avoir. Bon, et donc là on se dit, le nombre de vues, bon, ça dépend de plein de paramètres, c'est une fonction de plein de paramètres. Ces paramètres, on peut les imaginer, ça peut être le sujet, la personnalité qu'on a, la miniature, le titre, le montage, le son, les lumières, les caméras, la chance. Ça peut y avoir plein de paramètres différents. Ça peut être aussi l'année de publication, parce que la qualité des vidéos a énormément augmenté ces dernières années. Là, je prends juste un petit exemple, c'est quelqu'un sur YouTube que j'adore, qui s'appelle Le Réveilleur,
qui fait de la vulgarisation en environnement aussi. Et donc on voit sa première vidéo et une de ses dernières, et on voit, bon, le contenu a beaucoup évolué, il a progressé aussi, mais même juste sur l'image, et la qualité du son, là on voit pas, il a un meilleur micro, mais sur l'image aussi, il y a beaucoup plus de travail, et donc la qualité globale a aussi augmenté. Et donc on se dit, voilà, on va faire le maximum qu'on peut sur tous ces paramètres, et on va augmenter le nombre de vues. Et puis, finalement, on voit qu'il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Demi Rancho a tu cocina. Donc ça, c'est une chaîne mexicaine qui ne regarde pas du tout le montage, etc. C'est un petit-fils qui filme sa grand-mère. Et on se dit, mais ça ne devrait pas marcher. Voilà, on a la fonction, on optimise tous les paramètres. Et en fait, non. Si on fait l'exact inverse, eh bien, ça peut aussi marcher parce que là, on voit, normalement, il faut que ce soit très travaillé, très monté, etc., avec du storytelling. Là, c'est juste authentique et ça peut marcher aussi. Donc peut-être qu'il ne faudrait pas optimiser tous ces paramètres. Peut-être qu'on est sur un maximum local, voilà, si on parle un petit peu scientifiquement. Donc on est en train d'augmenter un petit peu avec tous les paramètres, on essaye d'aller au plus haut de cette petite montagne. Et en fait, il y en a une plus grande qui est à côté, mais qu'on ne voit pas parce qu'on reste trop dans... Voilà, il faut qu'on ait un montage serré, etc. Et peut-être que Demi Rancho a tu cocina a un maximum global. Mais peut-être aussi... que c'est pas ça le but, au fond, de maximiser tout ça. Parce que si on fait l'équivalent pour les séries, par exemple, eh ben on n'aurait que des séries qui ressemblent à Squid Game, voilà, avec beaucoup de montage, beaucoup de couleurs, des méchants, des gentils, etc. Et on en aurait moins, là j'ai mis en avant une série que j'adore, Normal People, alors voilà, je vois qu'il y a des connaisseurs, et voilà, beaucoup plus lente, mais très belle aussi. Et si on fait les films, voilà, on n'aurait que des Avengers. Et ben, sur YouTube, ça pourrait être que comme ça, avec du divertissement à fond, mais il doit y avoir autre chose. Donc ça, c'était pour le conseil numéro 1, le but. Conseil numéro 2, comment manier des exemples, parce que voilà, comment illustrer les propos dans la vulgarisation. Alors si on regarde, j'ai pris un livre de mathématiques de collège, donc vous voyez, transformer une figure par translation. Le premier truc, premier rectangle, là en violet, c'est définition. Voilà, transformer une figure par translation, c'est etc. Ensuite viennent les exemples. Ah ben, là c'est imagé, on commence à comprendre, mais avec la définition, on ne comprenait pas grand-chose. Et ensuite, les propriétés pour aller un petit peu plus loin. On regarde ce qui se fait sur YouTube. Donc là, je ne sais pas si vous connaissez cette personne sur YouTube, Mehdi Moussaïd de la chaîne Fouloscopie. Donc il étudie le mouvement des foules, etc. de manière scientifique. Là, j'ai pris un screenshot au bout de 5 secondes de vidéo. Vraiment, la première image qu'on voit, c'est lui qui fait une expérience. Donc on est tout de suite dans l'exemple, il n'y a pas la définition. La définition, elle viendra plus tard. Et c'est ce que les Anglais appellent « show then tell ». Donc il ne faut pas dire sans montrer, il ne faut pas montrer sans dire, il ne faut pas dire puis montrer, il faut montrer puis dire. Donc d'abord, il montre avec l'exemple, et puis ensuite, il explique. Et ça marche très bien, il y en a beaucoup qui le font, plutôt sur YouTube que dans les livres, parce que dans les livres, ce serait plutôt le troisième, dire, puis montrer avec l'exemple. Non, là, c'est d'abord on est dans l'exemple, là, on tilte tout de suite, et ensuite on dit « Ah, mais on a envie d'aller un peu plus loin, on a envie de comprendre », et donc voilà. Et donc, pour cet exemple, pour voilà, le deuxième conseil, j'ai un peu fait montrer puis dire, j'ai appliqué les préceptes. Donc je vous ai d'abord montré un contre-exemple, puis un exemple de Mehdi Moussaïd, et ensuite voilà, je suis allé sur montrer puis dire. Donc j'essaye d'appliquer ce que je dis au minimum. Ensuite, le conseil numéro 3, c'est être dans l'interaction. Et là, c'est très compliqué, parce que sur YouTube, bon, de base, c'est beaucoup plus compliqué en vidéo. En conférence, on peut le faire plus. Et il y a un chercheur qui s'appelle Denis Meadows, voilà, donc j'ai mis la tête ici. C'est un grand chercheur en environnement. Moi, je suis un énorme fan de Denis Meadows. Voilà. Il a écrit un rapport en 1972, donc le rapport Meadows. Donc c'est avec lui, sa femme et d'autres chercheurs du MIT pour modéliser l'avenir jusqu'en 2100. Donc voilà, c'est un grand chercheur. Mais il a aussi écrit, vous voyez, The Systems Thinking Playbook for Climate Change. Et ça, c'est quoi? Donc Playbook, c'est vraiment des expériences pour que les gens aient un déclic, parce qu'on sait que ça marche vraiment comme ça, avec des déclics, pour comprendre vraiment, ici c'est le changement climatique, mais ça pourrait être sur plein d'autres choses scientifiques. Et donc, je me permets parfois de piquer quelques-unes de ces expériences dans son playbook pour vraiment être dans l'interaction en conférence. Ce qui est un peu plus dur en vidéo, bon, on peut essayer de le faire, je pourrais faire une expérience avec vous, peut-être qu'on le fera plus tard, mais c'est plus compliqué quand je n'ai pas le retour du public. Et pourquoi ces expériences-là, j'essaye vraiment de les mettre au maximum? Parce que moi, je sais que dans ma consommation sur YouTube, les trucs que je retiens le plus, c'est des gens qui sont en conférence et qui font des expériences.
Petit exemple, alors là, c'est vraiment pas en HD parce que c'était une vieille vidéo. La personne qui est ici sur scène, c'est Bobby McFerrin, donc c'est celui qui chante Don't Worry, Be Happy. Et là, il est en train de faire une expérience avec le public. Je vous conseille de regarder cette vidéo. Et il est en train d'utiliser le public comme instrument. Et donc, s'il bouge vers la droite de l'écran, là, le public chante plus aigu, et s'il va vers la gauche, plus grave. Et donc, il chante en même temps que le public, et c'est absolument incroyable. Et le public est fasciné parce qu'il est en même temps objet de l'expérience. Bon, et là, un plus jeune maintenant, Jacob Collier, lui aussi fait la même chose, mais avec ses bras. Et le public, quand on voit ça, mais tout le monde se dit, mais ça, c'est un truc de fou, parce qu'on fait aussi partie de l'expérience, on n'est pas juste spectateur. Ça, j'essaye de faire ça à mon échelle, parce que ça, c'est vraiment, ils sont très 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 forts, mais voilà, de faire le maximum d'expérience avec le public. Et la quatrième chose, c'est s'adapter au public. Je sais que quand on a eu le mail pour présenter cette table ronde, vous avez dit quel sera le public. Et j'ai beaucoup aimé ça, ce réflexe de se dire mais qui est mon public, comment je peux m'adapter au public. Et là, c'est un conseil qui se base sur une de mes erreurs. Alors je vais vous raconter une petite histoire. Voilà, c'est une de mes erreurs et que j'essaye de ne plus faire. Donc je suis un grand fan de débat. Et donc j'étais dans une équipe de débat en anglais, mais c'était des grandes écoles françaises. Donc on débattait contre des équipes françaises. Ça se passait bien, très très bien, voilà. Et ensuite, on a été qualifié pour la compétition internationale. Et là, on est allé à Dublin. Et là, comme un con, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai présenté le débat et j'ai pris des exemples français. Donc j'ai parlé de Victor Hugo, de Montaigne, voilà, j'ai essayé de faire des blagues là-dessus, mais ils ne comprenaient pas les exemples. Ils avaient vaguement entendu parler de Victor Hugo, mais ils ne comprenaient pas. Je me suis fait complètement avoir et j'ai complètement perdu le débat avec mon équipe. Qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Prendre des exemples irlandais. Sur James Joyce, j'aurais dû parler de U2 et tout ça. Et là, il se serait dit, ah, il a un peu recherché des petites expressions de leur pays. Et je me dis, si j'étais à leur place, voilà, je sais pas, il y a un Australien qui vient, une équipe australienne qui vient et qui parle de Victor Hugo, de Montaigne, de Montesquieu, etc. Je me dirais, mais il a fait ses recherches, bravo, parce que là, ok, je sais que tous les Français connaissent ça, mais si un Australien qui vient ou un Irlandais qui vient et qui me parle de tout ça, là, j'aurais été impressionné. S'il me parle de ces exemples australiens, ça m'impacterait moins. Donc voilà pour les quatre conseils de vulgarisation. Ce sont les miens, encore une fois, ce n'est pas la vérité générale, mais pour essayer de vulgariser au maximum. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très utile et donc ça servira à tout. Voilà, magnifique. Bon. Mais alors, donc, vous nous dites qu'il y a un instrument puissant, manifestement, nouveau, qui est utilisé par beaucoup de gens, presque tout le monde. Bon, notre cycle de séminaire, c'est quand même agir en temps de crise. Est-ce que cet instrument nouveau et puissant a un impact ? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour la transition ? C'est ce que fait Anatole. Est-ce que ça marche ? Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus ? Moi, il me semble qu'il y a deux atouts formidables. Il y a deux modèles de youtubeurs sur l'écologie. Il y a le modèle Anatole, qui est plutôt le modèle qui a fait des sciences, où donc on part de sources écrites scientifiques et on vulgarise le discours des savants. Mais il y a un autre modèle qui est aussi un modèle qui, à mon avis, a beaucoup d'impact, qui est un modèle où on donne l'exemple. Donc on incarne quelqu'un qui fait des choses. Ça peut être le tri de déchets, ça peut être construire sa maison en bois de façon autonome thermiquement, ça peut être faire un potager en permaculture. Donc on montre aux gens comment faire. Alors c'est plus le modèle tutoriel, effectivement, mais je pense que la cohabitation des deux modèles est super intéressante parce que justement, elle permet de ne pas s'enfermer dans un type de rhétorique, et ceux qui passent à l'action, eh bien, ils ont une foultitude de vidéos possibles à regarder pour faire les choses. Et il me semble que le développement du do-it-yourself, que ce soit apprendre à tricoter, apprendre à réparer ses habits, apprendre à faire les choses soi-même, cette volonté d'autonomiser, faire ses travaux, faire son bricolage, pas dépendre de quelqu'un d'autre pour réparer ce qui est cassé, etc. Il me semble que c'est vraiment une voie formidable pour entamer justement des gestes. Et il me semble que
la révolution écologique, elle va passer par des gestes. Et que ces gestes, s'ils sont incarnés à l'écran par des gens qu'on trouve sympathiques, qu'on aime bien suivre, et ben, ça va être plus facile, puisqu'on va avoir envie de faire comme eux, on va interagir avec eux en mettant des commentaires, comment t'as fait, j'ai pas compris, etc. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment un gros atout des vidéos. Après, ben, il y a le problème de cette espèce de fossé entre les hommes et les femmes sur YouTube, qui est vraiment un énorme problème, je trouve, parce que ça veut dire que le modèle que tu représentes, Anatole, toi, c'est-à-dire le modèle de la science vulgarisée, ben, c'est un modèle qui touche que les hommes, hein, c'est pas normal, c'est vraiment décevant. Et puis il y a le problème aussi peut-être sur l'autre modèle, c'est-à-dire le modèle du montrer l'exemple dans le quotidien. Il y a le problème de la spécialisation. Moi, j'ai regardé un peu les clusters des chaînes YouTube sur l'écologie. On voit que les communautés qui suivent le zéro déchet, c'est pas du tout celles qui suivent le minimalisme, c'est pas celles qui suivent les constructions. Donc on voit que l'algorithme renforce ces effets de spécialisation, ce qui fait qu'un vidéaste, finalement, toi, tu vas être condamné à faire des choses qui sont les choses auxquelles se sont habitués les gens qui font partie de ta communauté. Et c'est dommage, parce que je suis sûre que tu pourrais aussi avoir le charisme pour montrer des gestes. Tout à fait. Mais il y a ce double problème d'un public féminin qui est absent. Il se retrouve sur Instagram, sur les trucs de beauté, etc. Mais c'est vraiment très triste. Et puis, il y a le problème de la spécialisation, qui est là plutôt un effet de l'algorithme, hein, qui est un problème, à mon avis, qu'il faudrait combattre. Je ne sais pas comment on peut combattre l'algorithme, ça c'est pas très facile. Si je peux rebondir juste un petit peu là-dessus. C'est vrai que personnellement, c'est un choix vraiment personnel de ne pas me montrer dans mon quotidien. C'est plutôt vraiment sur les gros rapports. Et aussi, sur certains rapports, dont le rapport de GIEC, disent vraiment que ça doit passer, les changements doivent être individuels, mais aussi des entreprises et politiques aussi. Donc je ne pourrais pas me baser uniquement sur les petits changements individuels, mais c'est vraiment un choix personnel. Les changements individuels doivent exister, c'est pour ça qu'il y a des activistes, des gens qui montrent l'exemple, etc. Très bien, mais chacun fait aussi... ma valeur ajoutée, je la vois plus dans l'étude et la vulgarisation des gros rapports. Donc là, c'est là-dessus. Et aussi, je suis complètement d'accord que j'adorerais qu'il y ait 50% de femmes, 50% d'hommes parmi les gens qui regardent. Moi, j'ai de la chance, on va dire, par rapport à mon ami en cybersécurité. Je suis à peu près à 65-35. 65% d'hommes quand on regarde les statistiques YouTube. Donc, c'est pas 99-1, mais c'est pas 50-50. Donc voilà. Mais parce qu'en fait, je pense qu'il y a... c'est tellement vaste, il y a tellement de sciences qui sont entremêlées que tout le monde, il trouve son compte, tout le monde peut rentrer dans ce grand domaine soit par la physique, soit par la géopolitique. Quand on parle d'environnement, de climat, d'énergie, etc. Il y a tellement de sous-domaines qu'on peut être intéressé par plein de choses. Et donc, j'ai cette chance que c'est moins... il y a moins cette balance homme-femme, quoi. Et d'ailleurs, dans l'enquête dont on vient recevoir, les données du questionnaire qu'on vient de recevoir, donc elles ne sont pas traitées encore, mais on voit qu'il y a beaucoup d'individus avec un niveau de diplôme inférieur au bac, y compris chez des jeunes, donc c'est significatif parce que c'est pas ils ont eu la massification scolaire et ils sont passés à côté. Donc on voit qu'ils s'intéressent énormément aux vidéos de sciences. Ça m'a ravi en me disant, finalement, là, ça joue un rôle que n'a pas réussi à jouer l'école parce qu'ils ont été fracassés par le système scolaire pour X raisons familiales ou autres, ou les lycées professionnels, le rejet de l'école peut se traduire par une appétence très grande pour des vidéos telles que tu les fais toi, quoi. C'est-à-dire, c'est formidable, ça. C'est une vraie démocratisation, pour le coup. Ça, c'est heureusement, je ne connaissais pas le résultat de cette étude-là. Ça m'a beaucoup frappé, ça. Et je voulais juste aussi dire, sur ceux qui montrent l'exemple, malheureusement, sur YouTube aussi, il y a beaucoup de contre-exemples. Et je pense même à celui qui a le plus d'abonnés en France, qui est Squeezie. Et en fait, il a fait un événement où c'était une course de Formule 4 avec l'équivalent de la Formule 1, mais qui
vont moins vite, etc. Mais donc voilà, ça, pour moi, c'est vraiment un contre-exemple de ce qu'il faut faire. Ok, il y a des valeurs de sport, il y avait des équipes, etc. Ça a super bien marché, mais en termes d'environnement, de climat, etc., on n'y est pas du tout. Donc voilà, il y a un grand décalage entre ceux qui vulgarisent, ceux qui montrent l'exemple et le reste qui... Disons que les influenceurs montrent le mauvais exemple. Et voilà. Ça, on est d'accord. Il y en a beaucoup qui montrent le mauvais exemple. On est d'accord. Qui montrent de la frénésie de consommation et beaucoup d'avions et de fraude fiscale. Donc ça, c'est sûr. Vous avez tous les deux évoqué quelques limites, donc celle de l'inégalité de genre dans la consommation de ces vidéos, la question des algorithmes, là, les influenceurs. Et quelles seraient les autres limites en fait de ces nouveaux médias? Est-ce que vous pourriez, après votre enquête et votre pratique? Moi, une limite que je vois, c'est qu'on ne sait pas ce que les gens retiennent. Voilà. Donc, il y a le système scolaire, il est ce qu'il est en France, hein, il ne va pas très bien. Mais disons qu'il offre des possibilités de certification à différents stades. Ces vidéos, ces apprentissages par ces vidéos ne sont jamais certifiés. On ne sait pas si, par exemple, même apprendre à réparer quelque chose, est-ce qu'on apprend plus que le geste? Est-ce qu'on apprend l'envie de bricoler en général, de devenir autonome? Enfin, bon, il y a toutes ces questions-là sur qu'est-ce qui reste. Ça, alors j'imagine qu'il faudrait des enquêtes plutôt en sciences cognitives là-dessus pour essayer de comprendre est-ce qu'on apprend aussi bien par une vidéo de 20 minutes que par de la lecture de manuels, je ne sais pas. Donc il y a une grande inconnue sur ce qui reste, pour moi. Ouais. Et vous, Anatole? Alors là, je vais sortir la petite boule de magie parce que j'ai prévu un petit peu, je ne savais pas que cette question allait arriver, mais au cas où. Et c'est aussi... Voilà, dernière slide, après c'est fini, je vous promets. Parce que j'avais un 5e conseil. Est-ce que c'est contre-productif? Justement, qu'est-ce qui reste une fois qu'on fait ces vidéos-là? Est-ce que c'est... on va dire au mieux, on n'en apprend rien, et au pire, ça pourrait être contre-productif. Donc on regarde, et il y a cette personne à droite, donc qui est encore ce youtubeur australien qui s'appelle Veritasium, et il a fait sa thèse sur comment vulgariser efficacement. Donc c'est pas en étant divertissant, etc., c'est vraiment efficacement. Et donc là, c'est une vidéo, vraiment une de ses premières, et il commence ses vidéos en posant des questions aux gens. Il leur donne pas la solution tout de suite, mais il pose des questions. Donc soit il leur fait une suite de chiffres et il faut essayer de deviner la suite. Après, il explique plus tard le petit truc qu'il y a, la petite astuce, où il leur demande des choses, enfin c'est de la physique, hein, mais il leur demande des choses assez qui pourraient paraître bêtes. Donc par exemple, à votre avis, pourquoi il y a des saisons? Et on regarde les réponses qu'il y a. Et donc il nous montre toutes les réponses, et seulement après il donne la solution. Donc ça, c'était son type de vidéo au tout départ. Et pourquoi il fait ça? Donc là, il explique sa thèse dans un TED, donc on va zoomer là sur ce qu'il est en train de présenter. Voilà. Il a fait un test, en fait, et c'est pour ça qu'il fait ces vidéos comme ça. Et il explique, vous avez en rouge, vous avez un type de vidéo basique, on va dire, où on montre ce qu'il faut savoir, et ensuite, on fait un test, je sais plus, voilà, il y a un score sur 26, vous voyez. Au début, en rouge, vous avez le résultat avant de voir la vidéo, et puis le deuxième rectangle rouge, c'est le résultat après avoir vu la vidéo. Et ça passe de 6 à 7, je crois, ou 6 à 6, je ne vois pas très bien, les rectangles ne sont pas très bien faits. Et donc, les gens ne progressent pas. Et ensuite, il fait un deuxième type de vidéo, où là, ce n'est pas juste la vérité qui est juste mise comme ça sur le devant de la scène, c'est d'abord, il y a le dialogue. Et avec le dialogue, on pose des questions, on commence à construire un raisonnement, et ensuite on donne la solution. Bon, vous voyez que ça passe de 6 questions bonnes sur 26 à 12. Bon, c'est bien, ça a doublé, mais on n'est pas à 26 non plus. Mais donc, voilà, il y a un type de vidéo où ça stagne, un deuxième où ça a bien augmenté, toujours pas à 26, c'est de la vulgarisation, c'est pas un cours, encore une fois, mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Et donc c'était voilà, c'est un petit bonbon, voilà, une petite idée possible pour mieux vulgariser. Et il faut savoir que, donc lui, il a commencé il y a vraiment plus de 10 ans, et maintenant, il fait un nouveau type de vidéo, et malheureusement, c'est le type de vidéo rouge. Donc il ne pose plus autant de questions qu'avant. Il essaye de le faire, mais beaucoup moins que ce qu'il faisait il y a 10 ans. Donc même lui,
Peut-être qu'il s'est fait avoir par l'algorithme qui dit il faut vraiment une intro qui est percutante et non pas une question, etc. Peut-être qu'il s'est fait avoir comme ça. Peut-être que c'est moins efficace. Mais en tout cas, c'est une super question à se poser. Et on n'a pas vraiment de moyens de vérifier sur YouTube. Moi, à un moment, je me suis dit, est-ce que je vais mettre un quiz Kahoot ou quelque chose comme ça à la fin de mes vidéos pour les tester. Mais là, ça ferait plus professoral et on n'a pas envie de ça. Très compliqué, je suis d'accord avec vous. On retrouve un peu quelque chose de la méthode socratique quand même dans l'enseignement. On voit bien que le dialogue et l'interaction, ça compte énormément. Moi, il y a une chose qui me frappe, c'est l'efficacité pour passer à l'échelle. C'est viral ces trucs-là. C'est-à-dire que tu disais, les gens regardent ça chacun dans leur coin, mais ils se le transmettent. Hein. Et donc, on a pour la première fois un système éducatif finalement où c'est les gens eux-mêmes qui vont le transférer de l'un à l'autre. Et toutes les sociétés fonctionnent bien comme ça quand il y a un système viral, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a un premier... c'est très important la relation qu'on a aux youtubeurs. Enfin, il y a une sorte de vedettariat, il y a une relation personnelle qui a l'air de se mettre en place, un peu comme la relation quand ça marche entre prof et élève. Et puis après ça, il y a le relais de « c'est toi qui m'as envoyé le lien, donc je le regarde ». Je ne serais pas allé le regarder moi-même si ce n'était pas toi qui me l'avais envoyé. Donc il y a quelque chose de social là-dedans qui a été capturé par ces médias sociaux, parce que c'est aussi des médias sociaux, ce n'est pas juste la vidéo. Donc je ne sais pas, est-ce que vous avez vu des effets quelque part? Il y a eu des modes de pratiques qui ont été lancés comme ça, parce qu'on a besoin d'aller très vite maintenant si on veut faire quelque chose pour la transition. D'exemples comme ça de quelqu'un sur YouTube qui a parlé d'un sujet et ça a été repris massivement, c'est ça? Oui, ou ça a eu un impact quelque part. C'est une conséquence, oui, c'est ça. Moi, je vois que par exemple, sur ceux qui font de la vente par streaming, ça se fait beaucoup en Asie. En quelques minutes, ils vendent des quantités astronomiques d'objets. Donc il y a des impacts dans le réel. Ah oui. Mais est-ce qu'on voit ça sur autre chose que de la consommation? Alors, je n'en suis pas certaine, moi. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une communauté qui s'abonne à des chaînes et puis qui suit cette chaîne de façon régulière, donc qui est prévenue à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et donc cette communauté, elle est soudée. En revanche, le fait qu'on donne des liens de vidéos, que ça circule de façon virale, c'est pas ce qu'on observe. Non. Bizarrement, et surtout ce qu'on observe, c'est ça qui m'a tout de suite intrigué, c'est le fait que les gens attendent d'être chez eux, alors qu'ils pourraient regarder dans les transports, etc. Donc chez eux, seuls, ouais. Et ils se concentrent seuls. Alors après, quand j'avais commencé à faire des entretiens avec des mômes qui avaient complètement décroché du système scolaire, eux, ils expliquaient, ils disaient, voilà, au lycée professionnel, il y a un bruit dans la classe, on n'entend même pas le prof. Donc moi, j'attends d'être chez moi, et puis là, je comprends. Je comprends, je suis au calme, je ne suis pas gênée. Donc l'effet classe contrarierait dans certains types d'établissements l'apprentissage. Mais j'ai pas vu, si tu veux, pour répondre à ta question, j'ai pas vu un effet de circulation. En revanche, les communautés sont fortes, elles sont stables, elles sont fidèles. Donc, et ça peut être des énormes communautés, puisque je sais pas, il y a un vidéaste d'histoire qui a 2 millions d'abonnés. Enfin bon, donc on est sur des grosses communautés qui sont très stables. Et par exemple, Anatole, est-ce que vous auriez des retours sur vos vidéos de gens qui vous disent voilà, ça m'a sensibilisé, du coup j'ai fait attention, je me suis engagée dans une association, est-ce que ça vous arrive? Oui, de retour dans la vraie vie, c'est ça? Dans la vraie vie, oui, dans la vraie vie. Moi j'ai un premier, qui n'est pas sur la vidéo, mais moi j'ai un premier retour, mais ça c'est vraiment spécifique à cette double activité, c'est les conférences. Donc là j'ai beaucoup plus de... déjà la conférence, c'est dans la vraie vie, donc ça change. Donc là, je peux avoir beaucoup moins de monde que sur les vidéos, mais je les ai pendant beaucoup plus de temps. Et on va dire, ils peuvent pas s'enfuir. Sur YouTube, voilà, on peut passer d'une vidéo à une autre. Là, c'est vraiment 1 heure. J'essaye de faire de l'interactivité, etc., pour qu'ils n'aient pas envie de s'enfuir, justement. Mais donc voilà, ça, c'est la première interaction que je peux avoir dans la vraie vie. Et ensuite, oui, il y en a qui m'écrivent, etc., qui me disent « Ah, j'ai fait ça dans mon entreprise ». Parce que vous m'avez dit que c'était pas que personnel, on avait vu ce rapport-là de Carbone 4, donc on a vu qu'il fallait faire aussi des choses en entreprise. Moi, j'ai appliqué ça, et moi, ça me fait super plaisir. Et pour l'autre question, ce qui était, là, je viens de retrouver un exemple
vraiment à échelle massive. C'est quelqu'un sur YouTube qui s'appelle Mark Rober. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc lui, il fait vraiment beaucoup. Il était mechanical engineer. Donc je sais plus comment. Pardon, je sais plus comment. Mais en fait, ingénieur. Il était ingénieur à la NASA en fait. Et il est parti sur YouTube. Et là, il a créé 2 événements, co-créés on va dire. C'était un qui était pour planter des arbres et un autre pour vraiment nettoyer absolument tous les océans. Enfin, pas tous les océans, mais le plus possible. Et donc, il demandait aux gens de le faire et ça pouvait être soit une contribution financière, ça c'est facile, voilà, hop, je donne un petit peu et j'ai bonne conscience, soit d'aller le suivre aussi. Donc ça, je trouve ça vraiment top, surtout dans un pays où vraiment ils s'en foutent complètement de ces choses-là, malheureusement. Mais à côté de ça, dans ses autres vidéos, il n'est pas en lien avec ces 2 événements-là. Donc, il n'est pas du tout en accord, etc. Exactement. Et donc, voilà, pour moi, c'est assez problématique, mais bon, on va prendre ce qu'il y a à prendre. Donc, c'est quand même 2 bonnes nouvelles, ces 2 événements-là, mais j'aurais aimé que ce soit plus cohérent. En fait, ce sont des gens qui ont un pouvoir d'action fort, mais la viralité, elle se fait plus, pour répondre à ta question, Sadie, elle se fait beaucoup plus sur les chorégraphies TikTok, le bas de gamme, quoi, disons. Le bas de gamme, c'est un mot terme pour une sociologue. C'est-à-dire, en fait, c'est de la viralité sur des choses très éphémères, mais qui concernent assez peu le sujet qui nous occupe aujourd'hui, à savoir la vulgarisation de la science. Hein. Il n'y a pas de viralité, mais il y a des communautés. Et je pense que des grosses communautés ont un gros pouvoir d'action, en fait. Oui, c'est possible. C'est peut-être pas de la viralité au sens des chorégraphies TikTok, mais ça va être... on en parle autour de soi. Est-ce que tu as vu je fais ça, j'y vais. Donc, vas-y aussi. Ouais. Ça, je pense que il y a un effet d'entraînement. Et aussi, c'est vrai qu'un partage peut avoir un gros impact, c'est vrai. Mais quand on regarde, en fait, c'est surtout l'algorithme qui a l'impact majeur. Donc, un partage, ça peut faire un boost sur les vues, mais très court. Et puis, le lendemain, c'est terminé. Parce qu'il y a quelqu'un, un grand youtubeur qui a partagé une vidéo d'une petite créatrice. Eh bien, ça peut faire un boost et s'arrêter. Alors que si l'algorithme, on va dire, aime une chaîne, c'est-à-dire que les gens, en fait, regardent une bonne portion de la vidéo et qui cliquent beaucoup. Alors là, si l'algorithme aime, il va proposer ça, mais tous les jours, pendant des mois et des mois, jusqu'à ce que... peut-être qu'il y a certaines vidéos qui vont moins marcher, mais en tout cas, les vues vont augmenter sur le long terme. Et ça va avoir un impact beaucoup plus fort que juste des partages. Donc on peut y aller à la main avec les partages, mais c'est l'algorithme qui décide de la plupart des vues, malheureusement. Oui. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que nos amis ont des questions à poser ou Oui. Alors c'est plutôt une question qui serait un peu pessimiste parce que vous avez répondu à ma question principale qui était de savoir si on pouvait mesurer l'impact du passage à l'action, en fait, d'agir en temps de crise à partir de ces vidéos. Et donc je me demandais s'il est difficile de mesurer l'impact, est-ce que vous pouvez mesurer peut-être une tendance qui se dirait, puisque je regarde des vidéos, est-ce que j'ai vraiment besoin d'approfondir ? Est-ce que ça suffit pas ? Est-ce que finalement ça pourrait pas justement remplacer un système scolaire plus classique ? Et quand on consomme beaucoup de ces vidéos, on les surconsomme et on se dit ça suffit. Est-ce que ça, par exemple, vous pouvez le sentir d'une façon ou d'une autre ? Il y avait des réponses à cette question dans l'enquête lecture jeunesse sur les 15-25 ans et les youtubeurs scientifiques, qui montraient que quand on consommait beaucoup de vidéos de science, de vulgarisation scientifique, on consommait aussi beaucoup de podcasts, de documentaires, de livres. Donc en fait, ça alimentait un système qui partait vers l'écrit, vers le son, vers beaucoup d'autres supports que la vidéo elle-même. Donc oui, ça serait plutôt dans une logique cumulative que exclusive. Après, il faut vérifier si c'est vrai pour tous les milieux sociaux, si c'est vrai pour quel que soit le niveau de diplôme, etc. Moi, j'ai toujours pensé que une des grandes choses que réalisent ces vidéos, c'est que ça fait sauter la barrière de l'obstacle de l'écrit pour les individus qui sont très peu diplômés et que ça leur permet d'entrer dans des zones de savoir dont ils se sentaient exclus par leur parcours scolaire et leur difficulté à lire. Alors que là, alors après, est-ce que cela
vont vers l'écrit après avoir été dans la vidéo, je ne sais pas. C'est vraiment des choses, mais on va pouvoir le voir dans l'enquête, le questionnaire qu'on a passé là. En tout cas, c'est une bonne nouvelle que ce soit le cas pour pas mal de personnes, que ce ne soit pas juste les vidéos et d'autres choses, enfin qu'il y ait d'autres choses justement. Et il y a encore une autre difficulté dont on n'a pas trop parlé, c'est que justement les gens qui cliquent sur les vidéos de vulgarisation, la plupart du temps, c'est ceux qui savent déjà un petit peu sur ces choses-là. Et donc, si on n'y connaît rien, par exemple sur le GIEC, si on n'a même pas entendu parler du GIEC, on ne va pas appuyer sur, cliquer sur le résumé des rapports du GIEC, jamais. Et donc voilà, c'est souvent, parmi les abonnés, il y a en fait des experts même. Et donc, c'est compliqué d'aller, on se dit, ouais, c'est la vulgarisation, c'est pour tout le monde, mais dans les faits, c'est quand même pour les gens qui connaissent déjà un peu. Ça, c'est malheureux aussi. Oui, j'avais deux questions. La première, c'est est-ce qu'il y a une durée optimale de vidéos sur Internet? Parce qu'on sait que, et moi je l'ai constaté au fur et à mesure des années en enseignant, qu'on voyait la capacité d'attention des étudiants diminuer fortement au cours des années. Et surtout les 5-6 dernières années, j'ai trouvé ça énorme. Et donc je me posais la question, est-ce qu'il y a une durée limite qu'on ne peut pas dépasser, autrement tout le monde décroche? Je vais donner mon avis parce que dans votre domaine, bien sûr. En fait, l'algorithme de YouTube, il n'est pas open source, donc on ne peut pas savoir exactement, mais on peut avoir des idées. Déjà, on va dire ça dépend des plateformes. Donc sur TikTok, au-dessus de 7-10 secondes, ça va être compliqué. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment ça ce qui se passe. Sur YouTube, en fait, il faut revenir à la base, c'est que veut YouTube? Que veut la plateforme YouTube? Ils veulent gagner de l'argent. Comment ils gagnent de l'argent? Avec les pubs. Comment mettre le plus de pubs possible? Il faut que les gens restent le plus longtemps possible. Et donc sur et qu'ils restent et qu'ils en visionnent. Et donc comment ils font faire ça? Soit c'est des vidéos qui ont un très fort taux de clic. Donc même si elles sont courtes, s'ils cliquent, les gens cliquent, il y aura au moins une pub. Et si elle est courte, ce sera qu'une seule. Et sur les vidéos de 1 heure, 2 heures, là, ils peuvent en mettre beaucoup plus. Et donc ce qu'on voit, c'est que sur YouTube, en fait, il y a des vidéos de 5 minutes qui marchent très très bien, qui ont des dizaines de millions de vues. Par exemple, les chansons, ça marche très très bien. Alors, et donc ce serait possible en fait pour la vulgarisation. Et ensuite, les formats, parfois il y a des conférences filmées, peut-être celle-ci, on verra, qui ont énormément de vues aussi, parce que justement, il peut y avoir plein de pubs entremêlées. Et donc, on voit aussi des conférenciers en environnement en France, il y en a beaucoup qui dépassent les centaines de milliers de vues, avec des conférences d'1 heure, 2 heures. Et ça peut paraître complètement contre-intuitif. On se dit non, le temps d'attention est trop court, on n'y arrivera pas à avoir tout ça. Mais s'ils sont assez charismatiques, s'ils expliquent bien, ils vulgarisent bien, il y aura quand même un bon taux de rétention. Et donc, aussi, YouTube sera très content. Donc, juste pour compléter, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, mais moi, ce qui m'a frappé, c'est je fais pas mal d'entretiens de vidéastes en ce moment. La question de la durée, c'est presque complotiste comme ambiance. Tellement ils ne savent pas s'il faut faire plus court, plus long pour que ça marche, pour l'algorithme. Parce qu'en fait, derrière tout ça, il y a cette opacité de l'algorithme. Donc vous parlez tous de l'algorithme. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais ces questions, qu'est-ce que ça veut dire quand vous parlez de l'algorithme? Un système de recommandation qui fait que votre vidéo va apparaître dans la colonne de droite des recommandations et donc a des chances d'être cliquée beaucoup plus importantes. Donc quand vous vous connectez, en fait, soit vous pouvez taper dans la barre de recherche une vidéo en particulier et la regarder, mais la plupart du temps, on va sur YouTube, on nous propose quelque chose et on clique. Et puis une fois qu'on a cliqué sur une vidéo, on nous en propose d'autres après et on clique. Et parfois, qui sont apparentés éventuellement. Exactement. Voilà, et donc cet algorithme-là, c'est ça qui décide avec des règles de est-ce que la vidéo est regardée longtemps, est-ce que les gens cliquent beaucoup dessus, on va les mettre tout en haut. Et ça, c'est beaucoup plus important que soit un partage, soit juste des gens qui tapent dans la barre de recherche. Donc c'est pour ça qu'on parle tant de sacro-saint algorithme qui est vraiment si important pour faire beaucoup de vues. Et pendant longtemps, YouTube considérait que la bonne vidéo, c'était 15-20 minutes. Après, ils ont sorti des shorts récemment, c'est-à-dire 1 minute. Qui marche bien, mais c'était pour entrer en concurrence avec TikTok, qui fait plutôt des vidéos de moins d'1 minute. Donc en fait, il y a un jeu entre les plateformes aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de YouTube, parce que c'est la plus grosse plateforme pour les vidéos de science, mais
il y a Twitch, il y a plein de plateformes différentes. Et donc, c'est cette histoire de durée, mais c'est une obsession pour les vidéastes. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup frappé. Et les pauvres, ils n'ont pas d'éléments de réponse, en fait. Hein. Mais, enfin, j'ai l'impression, c'est juste mon point de vue, que si la vidéo est vraiment de bonne qualité, que les gens regardent longtemps et qu'ils cliquent, que la miniature est bien aussi, le titre est bien, que ce soit une vidéo de 2 minutes, 5 minutes, 1 heure, elle marchera. Mais c'est une idée, un avis. Ouais. C'est optimiste. Ouais, moi, j'ai tendance à voir l'algorithme comme très méchant. Ah oui. Et très opaque, surtout. Oui, j'avais une deuxième question sur la surreprésentation aussi des hommes versus les femmes. Donc j'étais très surpris de voir que ça pouvait être complètement déséquilibré. Est-ce que c'est lié peut-être à un moins... Alors regardons les vidéos de science. Hein. Après, pour le reste, sur la mode, les crèmes et tout ça, j'y connais rien. Mais je me dis que est-ce qu'il y a un lien avec le fait que souvent, dans les domaines scientifiques, les sciences dures, par exemple, on avait beaucoup moins de jeunes femmes. Hein. Moi, pour avoir dirigé pendant très longtemps un laboratoire de recherche, je peux dire qu'en biologie, donc en biologie, on n'avait que des jeunes femmes, des femmes dans les laboratoires. Et puis, vous alliez à côté dans le laboratoire de physique, il y avait que des hommes. Hein. Donc, est-ce que c'est lié à cet héritage un petit peu du passé où on décourageait peut-être les jeunes femmes de faire des études d'ingénieur ou dans les sciences dures, ou est-ce qu'il y a une autre raison peut-être plus profonde à ça ? Il y a cette raison, je m'excuse, il y a cette raison bien sûr, c'est-à-dire un déséquilibre démographique au niveau des études scientifiques, mais elle n'est pas du tout la raison fondamentale. Je pense qu'il y a un risque de cyberharcèlement pour les femmes dès qu'elles se montrent en ligne, qui est dramatique. Et du coup, il y a beaucoup, c'est ce que je comprends des vidéastes femmes que j'ai pu interviewer qui font du YouTube de science. Du coup, il y a toujours ce risque d'être décrédibilisé, même si on a un doctorat de physique ou d'astrophysique, d'être décrédibilisé parce qu'on est une femme et puis de se voir adresser des commentaires qui touchent sur le physique, etc. Donc, c'est un énorme problème. On en entend parler dans la presse beaucoup à propos du harcèlement de certaines femmes, mais ça touche aussi des youtubeuses de science, et donc il y a toujours un risque pour une femme à aller se montrer sur ces chaînes, ces plateformes. Et c'est un gros problème et personne n'arrive à le résoudre. Merci beaucoup. Je pense qu'on va sans doute s'arrêter là, mais j'aimerais donc vous remercier beaucoup. Moi, j'ai appris énormément. Je vois que donc, nous avons ici un phénomène qui est nouveau, qui est extrêmement puissant, qui permet de faire passer comment savoir et comment savoir faire dans des endroits où l'enseignement classique apparemment échoue. Hein. On voit qu'il y a des techniques qui sont mises en place, qu'il y a une profession qui est en train de se constituer, qu'il y a des publics, qu'il y a des communautés puissantes, que ça peut déboucher sur l'action, mais à certaines conditions qu'on ne connaît pas encore, qu'il y a énormément de choses à découvrir dans ce domaine. Donc il y a des potentialités, et donc il faut y aller. Merci pour ces conseils, Anatole. Merci pour les enquêtes qui vont nous permettre d'avancer encore. La science est un truc passionnant. La science appliquée à des choses qui vont nous permettre d'avancer est quelque chose de fabuleux. Merci d'écouter. Je ne sais pas s'il y aura de la pub, je ne pense pas. Non, et le cycle continue, Séverine. Donc je vous invite à regarder le site web Agir en temps de crise, sur lequel vous trouverez donc les liens qui vous permettront d'accéder sans doute aux premiers résultats de l'enquête menée avec Dominique Pastier, et surtout aussi regarder les vidéos que fait Anatole Chouard. Voilà. Donc je vous remercie en tout cas tous les deux d'avoir ouvert ce cycle. Merci. Merci.